Est-ce qu'on assiste à un tournant historique dans les luttes écologiques et est-ce que le cinéma permet de saisir ce moment? Sortent trois films en moins d'un mois qui montrent chacun à sa manière une façon de lutter contre la destruction de notre planète. Et pas de manière bisounours, mais bien en prenant au sérieux cette lutte, comme ce qu'elle est, une histoire de vie ou de mort. Trois films qui sont Les algues vertes, Une zone à défendre et Sabotage. Ces films donnent l'impression de pouvoir prendre une photo, un instantané du mouvement écologiste et des différents modes de lutte ainsi que de tenter d'en faire leur bilan. Je vais donc vous parler de ces films à la fois en termes de scénario, de mise en scène, mais aussi du lien qu'on peut faire avec l'actualité. Je vais essayer de vous donner envie de voir ces films ou de vous donner des raisons de les défendre. Autant le dire d'emblée, ce sont pour moi trois bons films qui méritent d'être vus, surtout dans le contexte actuel. L'actualité va si vite avec chaque jour des images de répression policière ou des nouvelles lois ou propositions de loi de surveillance qu'on ne sait pas ce que demain il sera encore possible de faire pour s'engager. Ces trois films donc sont absolument à voir pour faire le point afin de se demander et vous, que feriez-vous pour votre planète? Le premier film est tiré d'une histoire vraie, plutôt d'un ensemble d'histoires vraies, d'abord adaptées en BD. On suit l'enquête de la journaliste Inès Léraud qui co-signe aussi le scénario du film Les algues vertes. On pense rapidement à d'autres films d'enquête, et plus précisément au genre de l'enquête journalistique, comme Erin Brockovich, Seul contre tous, du réalisateur américain Steven Soderbergh, sorti il y a déjà 20 ans. Comme dans Erin Brockovich, le fil rouge consiste à recoller les pièces du puzzle, voire même révéler toutes les dimensions d'un complot. Pierre Jolivet, le réalisateur des Algues Vertes, nous raconte cette histoire de la manière la plus factuelle possible. La réalisation est donc très classique, quasiment invisible. On va dire qu'il n'y a pas de gras, juste de quoi présenter où vivent les différents personnages, les preuves et les témoignages sous forme de dialogue explicatif la plupart du temps. Quelques rares flashbacks permettent d'éviter d'autres dialogues pour s'apesantir sur la situation. Le scénario a surtout comme objectif de condenser en 1h30 des dizaines d'années de procédures, enquêtes et tentatives pour faire éclater la vérité. Le film raconte à la fois une réussite, celle de la journaliste Inès Léraud, qui fait entendre la voix de toutes les victimes et dévoile les dessous de ce scandale, mais le film raconte aussi un échec, celui de la justice et de la politique impuissante pour le moment face au lobby agro-industriel. Alors, je parle bien d'agro-industrie, car le film évite de faire de l'agro-bashing. Ici, les agriculteurs sont autant victimes que les riverains. Film sur une militante, film sur des militants, le film est-il donc forcément militant? Dans la mesure où il présente différents points de vue contradictoires, il ne l'est pas ou il ne s'arrange pas avec la vérité. Par contre, il assume de croire dans les faits qu'il relate. Sa seule idéologie serait donc celle du journalisme d'investigation, et c'est d'ailleurs plutôt une méthode qu'une doctrine. Alors, raconté comme ça, on pourrait croire que le film est austère. Pourtant, je l'ai trouvé assez émouvant sur plusieurs domaines. La première raison, c'est évidemment son personnage principal, qui ne flanche pas devant l'adversité. Son arc narratif est celui de la résistance. Inès tient bon. Ça inspire forcément des sentiments d'admiration. Mais cet arc narratif plat, qui permet aux autres personnages de se définir par rapport à elle, certains personnages secondaires vont, eux, évoluer. Parfois dans un bon sens, parfois dans un sens un peu moins bon. D'une certaine manière, le personnage d'Inès est totalement indissociable de son enquête journalistique. Mais c'est ce qui permet aux autres personnages d'exister. Elle les réveille, en quelque sorte. Le film est également émouvant pour rendre hommage à cette bande de lanceurs d'alerte. Ce sont des défenseurs de l'environnement modestes qui vont se voir anoblir par l'enquête d'Inès. Ce film montre comment les luttes environnementales sont des courses de relais. Du coup, si Inès, elle prend le rôle titre, c'est uniquement pour se faire la passeuse d'un message, au public de le transmettre à son tour. Le film m'a ému pour tous ces aperçus de la vie quotidienne de cette chercheuse de vérité. Ces moments de tendresse avec sa compagne, là où elle prend son café, ou quand elle se baigne, tous ces moments donnent un corps à ce qui serait sinon qu'un esprit. On voit aussi par ces moments comment, sans être spectaculaire, une vie peut tout de même devenir héroïque. Juste en faisant son travail, Inès paye cher son engagement militant. Elle va recevoir des menaces de mort, être bloquée dans sa carrière. Surtout comme je disais, le film raconte un échec jusqu'à présent, puisqu'il n'empêche pas la catastrophe de se produire. Alors, s'il suffisait d'informer, ou même si on devait se contenter d'attendre la justice pour sauver nos conditions de vie, ça se saurait. Le film fait dès lors écho à l'échec majeur du XXIe siècle, à savoir l'incapacité par la seule information de réagir au réchauffement climatique dû à l'humanité et les conséquences catastrophiques pour la Terre. Les scientifiques du GIEC nous informent depuis plus de 20 ans sur cette absolue certitude, et pourtant nous sommes bloqués dans des intérêts privés. À cause de la recherche du profit à court terme de quelques-uns, nous diminuons nos chances de survie à 30 ou 50 ans d'intervalle, et ça de manière collective. Après, je pense que parmi toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est surtout ça qui m'a le plus ému. À la fin, j'ai pleuré peut-être davantage de ce que représente cet échec que du courage qu'il faut pour continuer malgré tout. Est-ce pour autant qu'informer est totalement inefficace comme mode de lutte?
Non, je pense que le simple fait de pouvoir discuter d'un film qui sort au cinéma sur une catastrophe écologique toujours en cours montre que cela reste utile. Informer permet de sensibiliser un plus grand nombre, qui est plus susceptible du coup de soutenir une minorité qui serait, elle, prête à prendre plus de risques. Plus le film Les Algues Vertes permet aussi de valoriser le rôle de témoin. Apporter un indice, rapporter un propos, devient une pierre qu'on peut tous et toutes apporter à l'édifice d'une enquête journalistique. Malheureusement, si informer est nécessaire, on peut donc faire le constat que ce n'est pas suffisant. Le second film dont je voudrais vous parler est Une zone à défendre de Romain Cogitor, qui sort le 7 juillet 2023 sur Disney+. Le choix de la diffusion interroge, mais c'est un sujet qu'on garde pour un peu plus tard. Alors, le film raconte l'histoire de Greg, un policier infiltré sur une ZAD, d'où le titre Zone à défendre, qui va se rapprocher de Myriam, une militante qui vit et occupe le site pour protester contre une déforestation et la construction d'une retenue d'eau. Le contexte de départ va nous rappeler évidemment Notre-Dame-des-Landes, d'où vient d'ailleurs le terme zone à défendre, car à la base, une ZAD, c'est zone d'aménagement différé, un terme bien technocratique. Sans revenir en détail sur Notre-Dame-des-Landes, ça a été une très longue mobilisation pour occuper et vivre sur un territoire menacé par la construction d'un aéroport à côté de Nantes. Et l'originalité de cette première ZAD, qui va en inspirer beaucoup après, c'était de proposer un véritable mode de vie, avec la construction d'habitats, une organisation sociale, de partage des tâches et une démocratie participative pour prendre des décisions. Durant toutes ces années, il y a eu plusieurs façons d'habiter la ZAD et plusieurs communautés plus ou moins soudées, plus ou moins solidaires les unes avec les autres. Mais au final, c'est bien sur cette vie dédiée à protéger une zone de biodiversité qui a permis l'abandon d'un projet d'aéroport. Le film de Romain Cogitor va aussi chercher du côté d'une pratique des services secrets qui a été médiatisée à la suite d'une enquête du Guardian en 2011. On y apprenait que Mark Kennedy, officier britannique, avait été employé pour infiltrer des réseaux de militants écologistes, quitte à séduire et coucher avec des jeunes femmes de ce milieu pour obtenir des informations. Sans être expert en espionnage, on ne voit pas pourquoi les services français n'utiliseraient pas les mêmes méthodes. Là où une zone à défendre devient intéressant, c'est dans les conséquences de cette coucherie pour le boulot, entre Greg et Myriam. Je ne dévoile pas grand chose car c'est dans la bande-annonce, mais la première visite du policier infiltré donne 9 mois plus tard un joli bébé prénommé Théo. Greg se retrouve donc maintenant face à un dilemme entre l'allégeance à ses supérieurs hiérarchiques ou la sécurité de cet enfant et de la mère Myriam. La première partie du film est très réussie car elle permet de remettre cette histoire relativement simple dans un contexte qui fourmille de détails. Des plans larges réalisés avec un grand angle nous permettent d'être à la fois proche des personnages et d'embrasser le décor. On va y voir soit la forêt que désirent sauver les militants, soit leur habitation qui a un savant mélange de récup et d'esthétique cabane. Franchement c'est assez sympa, on imagine bien y vivre plusieurs mois de l'année quand il fait beau. Il y a un mouvement quasi inverse avec des plans très serrés sur l'enfant de Greg et Myriam qui permettent de renforcer progressivement le lien que le papa a avec Théo et sa mère. Alors c'est un peu un sujet annexe, mais une des forces du film est aussi de montrer un papa aimant, qui bien que tiraillé par d'autres engagements, va tout faire pour prendre soin de cet enfant. C'est bête à dire, mais j'ai pas tant d'images que ça, où on voit aussi souvent un papa avec son bébé, avec autant d'assistance, c'est-à-dire le porter, le caresser, ou simplement le regarder. Grâce à ces images, on peut faire un transfert d'empathie. Greg désire protéger quelque chose qui lui est très précieux, tout comme Myriam et les autres militants désirent protéger la forêt. En suivant Greg dans sa découverte de la vie en société à la ZAD, chaque spectateur peut s'habituer à des aspects positifs que ce mode de vie représente. On y est proche de la nature, certes, mais on y vit aussi dans un certain confort de la sobriété. Les lieux sont beaux, propres, on a le temps d'y lire ou de jouer de la musique. Le temps passé avec les autres, que ce soit dans les tâches quotidiennes comme dans les fêtes, crée un sentiment d'appartenance à une communauté qui serait bien difficile à retrouver dans notre société du chacun pour soi. Ces images, on a pu les voir dans des reportages ou des documentaires, mais pas dans une fiction, avec un fort potentiel d'audience par rapport à la diffusion. Et c'est là que devient intéressant de se demander, mais pourquoi avoir mis ça sur Disney ? Le film est assez frontal en dénonçant les manipulations d'un gouvernement qui ne pense qu'à son image de com, prêt aussi à faire passer du sabotage pour de l'écoterrorisme. On peut donc dire qu'il n'est pas consensuel sur le papier. Pourtant, son grand intérêt est de progressivement amener Greg, et donc le spectateur ou la spectatrice, vers une compréhension plus nuancée de la ZAD que ce que les seules images de JT pourraient donner. On peut imaginer que le film ouvre une forme de compréhension à des publics non militants sur ce que c'est que de s'engager pour une cause plus grande que soi. Pour pouvoir opérer cette transformation chez Greg et chez le public non militant, il faut donc faire quelques concessions. Le film se concentre donc sur ce couple plongé dans cette situation-là, très précise. C'est très individualisé, donc c'est forcément moins politique qu'un film qui aurait plutôt fait le pari d'une histoire uniquement racontée du point de vue des zadistes. Par ce compromis, on peut espérer que le film soit un passeur de relais entre des militants très engagés et une partie de la population qui n'a aucune idée de ce que c'est que positivement vivre dans une ZAD. Donc montrez-le à vos parents et grands-parents, faites-en un événement familial.
D'ailleurs, c'est étonnant de voir à quel point un film comme Avatar 1 ou 2, qui fait l'éloge de la résistance pour protéger la nature, va pouvoir créer un consensus et devenir un succès colossal, alors que ce même thème, traité par l'actualité, va apporter beaucoup moins de sympathie et va beaucoup plus cliver. Vu le faible soutien de la population à la protection de la nature par des écologistes, on dirait que c'est la même famille qui va sortir d'un film comme Avatar en applaudissant le combat de créatures imaginaires, en ne comprenant pas que ce qu'on vit ici, c'est le même combat, mais juste sur notre planète en fait. C'est pour ça que je vois dans une zone à défendre une façon de subvertir les attentes d'un public plus consensuel que les quelques militants qui pourraient le voir. Un public plus consensuel qui, grâce à ce film, pourra peut-être voir davantage les liens entre l'avenir très lointain de Pandora pour Avatar et les véritables risques qui menacent l'habitabilité de la Terre dans un avenir très 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 proche. Alors qu'on n'imagine pas qu'une famille qui serait allée voir Avatar au cinéma serait allée aussi voir une zone à défendre au cinéma. C'est un public qui sort quelques fois par an pour des blockbusters. Par contre, sur une plateforme, c'est plus probable qu'il tombe dessus. Donc Une zone à défendre, c'est un film qui a ses qualités cinématographiques, mais qui, du coup, a le mérite de proposer un divertissement facile d'accès qui va diffuser l'imaginaire de la ZAD à un public bien plus large que le petit cercle militant et intellectuel auquel il était jusqu'ici cantonné. C'est aussi un film qui met l'accent sur protéger ce qu'on aime, que ce soit ses proches ou un milieu naturel en danger. Ce mode d'action, qui consiste à occuper par la vie quotidienne un endroit menacé, est relativement récent, même si l'exemple du Larzac établit aussi avec Notre-Dame-des-Landes un précédent. Malgré l'aspect positif de cet imaginaire de la protection, il est de plus en plus difficile à faire exister du fait de la répression policière qui ne cesse d'être de plus en plus dure. D'ailleurs, heureusement que le film montre quelques tirs de LBD qui font bien mal, parce que sinon on aurait pu croire que c'était assez facile comme mode de vie et mode de résistance. Mais on aurait aussi aimé voir les conséquences sur les vies brisées par ces violences, au nom du maintien de l'ordre. Idem pour les gardes à vue, qui disparaissent dans des ellipses assez malvenues. Les gens rentrent au commissariat, ils sortent du commissariat, et on ne sait pas ce qui se passait entre temps. Pour s'adresser au plus grand nombre, le film a donc été lissé. C'est sa force comme sa faiblesse. Si l'occupation de type ZAD devient de plus en plus difficile de par la répression, est-ce que d'autres modes d'action plus clandestins vont se multiplier? C'est là le pari du film Sabotage. Sabotage, ça va sortir sur les écrans français le 26 juillet, et c'est un cocktail explosif d'écologie radicale et de suspense. Le film arrive dans un contexte très spécial, puisqu'on a eu le 21 juin la dissolution des soulèvements de la Terre, ce qui a pas mal fait reparler de Sabotage justement. Pour contexte, la dissolution des soulèvements de la Terre, c'est une décision du ministre de l'Intérieur prétextant des violences, notamment durant la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Pourtant, les soulèvements de la Terre, comme l'ensemble du mouvement écologique dans sa très grande majorité, se disent non violents. Alors, qu'est-ce qu'on appelle donc violence ou non-violence dans ce cas? Pour les autorités, la dissolution est possible en cas de violence à l'égard des personnes ou des biens, c'est-à-dire des objets, des machines par exemple. Tandis que pour les écologistes, des soulèvements de la Terre, ils vont argumenter qu'on ne peut pas parler de violence lorsqu'on s'attaque à une bâche en plastique, dans le cas des méga-bassines par exemple. Les partisans des soulèvements de la Terre préfèrent parler de démantèlement ou désarmement pour bien signifier qu'ils s'attaquent à des bombes climatiques. Cela ne viendrait en effet à personne de remettre en question la nécessité de désarmer une bombe. Sabotage en français pourrait venir du mot sabot, donc la chaussure en bois que les ouvriers portaient, et auraient placé dans des rouages des machines pour les briser. C'est donc une longue tradition qui n'a pas commencé avec des luttes écologiques, mais qui remonte au début de l'industrialisation. Sabotage, ou How to Blow Up a Pipeline en anglais, c'est-à-dire comment faire exploser un pipeline, va poursuivre cette dispute sur les mots. Comme son nom l'indique, Sabotage raconte comment les individus que tout sépare vont se rejoindre au milieu du désert pour détruire un pipeline à un endroit stratégique. Les discussions des personnages pour savoir de quoi on va les accuser par rapport à qu'est-ce qu'ils ont commis comme crime ou comme délit est passionnant. On retrouve presque les débats des plateaux télé actuels pour savoir s'il s'agit ou non de terrorisme. Pour autant, le film assume son point de vue militant, à savoir dénoncer un syllogisme, un glissement sémantique qui doit tous et toutes nous alerter. En disant si tuer quelqu'un est violent, puis saboter un pipeline est violent, donc saboter égale tuer, ce qu'on entend derrière le mot terrorisme, on fait un syllogisme qui est une erreur logique aussi absurde que si je disais tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. C'est bien quelque chose d'aussi grossier qu'on entend dans le débat médiatique pour oser parler de terrorisme pour désigner des actes de sabotage. Alors on peut ne pas être d'accord avec les modes d'action choisis dans sabotage, mais on n'a pas le droit de les mettre sur le même plan que le terrorisme ou les violences faites aux personnes. La grande force du film va être de nous faire entrer en empathie avec des motivations de personnages et les contraintes qu'ils se donnent pour justement éviter au maximum tout dégât collatéral. Pour appuyer son propos, le film peut compter sur sa mise en scène. L'utilisation de zoom sur des gestes périlleux et la musique électronique nous font entrer dans une tension proche du film de braquage. On sent presque l'influence de thrillers comme Le Solitaire de Michael Mann, mais avec une dimension chorale en croisant les différents points de vue. Là, cette dimension chorale, elle va rappeler des films comme Ocean Eleven, même si le ton est beaucoup plus sérieux.
L'accent est mis sur la technicité de l'opération, ses risques et les compétences nécessaires à avoir pour parvenir à faire exploser un pipeline sans risque humain ou pour l'environnement. Le film plaira à tous les passionnés de sciences et techniques, il y a presque même un côté thriller de l'ingénieur qui n'est pas sans rappeler la première saison de Breaking Bad sur un tout autre sujet. Les flashbacks nous permettent d'entrer en empathie avec les personnages qui se trouvent embarqués dans le même objectif. Ces flashbacks sont particulièrement bien montés, car toujours très courts, et font durer la tension d'une scène qui se tourne au présent, comme la chute d'un élément dangereux par exemple. Plutôt que d'arrêter la narration, ces flashbacks permettent de creuser les motivations et contradictions des différents personnages de l'équipe. La grande force du film est son montage, à la fois efficace et toujours au service du suspense. Le choix de la pellicule 16 mm permet de donner au film un grain et une grande profondeur de champ. On se retrouve parfois à la limite du documentaire, façon cinéma vérité des années 60-70, ce qui renforce l'impression de réel. La personne qui filme est presque le 9e membre de l'équipe. Grâce à cette façon de filmer, on n'a pas besoin d'inclure une caméra qui permettrait de documenter leur action en cours. Ça a une importance pour la fin du film que je ne vais pas dévoiler, mais où on se dit, eh oui, ce serait bien de pouvoir comprendre leur démarche. Avec cette façon de tourner très documentaire, on reste pourtant dans les limites de la légalité, puisqu'en sortant du film, vous aurez peut-être des idées, mais vous ne saurez pas forcément faire exploser un pipeline, techniquement. On nous filme des gestes techniques, mais sans les compétences et sans le background, on ne sait pas faire. D'ailleurs, ce lien entre motivation et connaissance précise est mis en abîme avec un personnage qui lit le livre dont est tiré le film, en précisant que la formule précise de l'explosif n'est pas dans le livre. Donc le titre How to Blow Up a Pipeline doit être pris de manière métaphorique, c'est pour parler de ce mode-là de manière théorique, c'est pas vraiment techniquement pour pouvoir le faire. Le public est donc invité à ne pas prendre le film comme un manuel d'action, mais plutôt comme un entraînement mental, permettant de se demander ce qu'on est prêt à faire, nous, pour sauver la planète. Jusqu'où on est prêt à aller, et si nous étions ce personnage qui a perdu sa mère dans une canicule, ou ce personnage qui va perdre son amoureuse malade à cause d'une raffinerie, tout en étant bien documenté, le film bénéficie de tout ce que la fiction a à offrir, en nous permettant de nous familiariser avec une situation qui est déformée par les médias mainstream. Est-ce que Sabotage est un film politique? Oui, au sens où il fait exister des idées qui déplacent le débat sur les modes de lutte. Le film permet de mettre les pieds dans le plat face à l'urgence climatique et prôner une certaine radicalité. Non pas parce que ce serait plus moralement juste, mais parce qu'on n'aurait pas le choix. Ce serait un choix tactique en fait, devant l'inertie du système d'extraction et de distribution des énergies fossiles. Le débat sur les modes de lutte traverse le film au travers des dialogues qui réussissent toujours à incarner ces différents points de vue. Donc il y a des contradicteurs qui essayent de discuter, de savoir si c'est pas trop en fait d'aller jusqu'à cet extrême-là. Le film met en scène une diversité de personnages allant du fermier texan un peu réac jusqu'à un couple mixte en passant par un Amérindien ou un Américain noir. Mais plutôt que d'assigner les points de vue à des positions sociales ou raciales ou de genre, le film Sabotage réussit à nous placer dans des situations concrètes. C'est parce que une telle a grandi à côté d'une raffinerie qu'elle a développé une maladie rare, parce qu'un tel se voit dépossédé de son terrain qu'il est obligé de déménager. Sabotage, c'est un film qui tombe à pic vu l'actualité, mais qui est avant tout un très bon divertissement d'été par son aspect thriller. Même si vous êtes un peu frileux du programme de sabotage des installations climaticides, vous pouvez aller voir le film pour passer un bon moment. Informer, protéger, saboter, voilà 3 grands modes d'action qui peuvent être vus et compris en 3 films qui sortent à quelques jours d'intervalle. C'est tout sauf un hasard si ces films sortent quasiment en même temps, car les artistes sont influencés par leur époque et voilà donc 3 films qui sont quasiment des photos instantanées de l'époque qu'on vit. On a le sentiment d'être à une charnière où l'histoire avec un grand H avance de jour en jour. La crise écologique est paradoxalement à la fois présentée de manière de plus en plus urgente et grave dans les discours, mais la réponse sociale, économique et politique est de plus en plus axée sur la répression du thermomètre. Ce sont ces scientifiques qui se font arrêter et qui font de la prison pour avoir fait une action de désobéissance civile. C'est la qualification de terrorisme ou d'écoterrorisme ou de terrorisme intellectuel, d'une pensée et d'action dédiée au bien commun. L'imaginaire de l'écologie s'est construit pendant de nombreuses années sur une hypothèse de rationalité. Si on explique bien les choses, les gens voudront le changement. C'est pour ça que pendant longtemps, on s'est contenté d'informer. Sauf que devant la pression des lobbies, les agendas politiques conservateurs et une difficulté de se représenter l'abstraction, la vérité a été noyée dans un océan de diversion et de contre-vérité. Ça fait 20 ans qu'on est 100% sûr que le réchauffement climatique est provoqué par les humains et qu'il menace notre survie en tant qu'espèce. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour se mobiliser? Alors comme informer ne suffit pas, certaines personnes, plus courageuses que d'autres, s'essaient à d'autres modes de lutte comme protéger des milieux naturels ou voire même saboter des installations nuisibles. Personnellement, moi je sais pas s'il y a un meilleur mode d'action plutôt qu'un autre. Je suis incapable de savoir si ce qu'on peut voir dans ces 3 films sera encore possible dans 5, 10 ou 20 ans. On peut quand même essayer d'imaginer 2 scénarios prospectifs. Soit, sous la pression de la population, la répression policière et juridique des militants écologistes diminue, ce qui permet d'avoir plus d'actions démonstratives à visage découvert. Ces actions pourront être reprises dans le débat public et permettre de se concentrer sur informer et protéger.
C'est un imaginaire du vivre ensemble et de l'espace public. Soit l'obsession sécuritaire et la concentration médiatique augmentent la répression policière et juridique des militants, ce qui va pousser une minorité à des actions de plus en plus radicales. Il sera de plus en plus difficile d'avoir un consensus démocratique sur comment sauver notre planète, et on verra de plus en plus de gens prêts à saboter. C'est un imaginaire de la résistance et de la clandestinité. Alors même si vous n'êtes pas prêt à passer à l'action, moi je suis pas prêt à passer à l'action, vous devez vous positionner pour tenter de faire peser la balance vers ce qui vous semble le plus juste, intérieurement. En 3 films, vous avez l'occasion de vous plonger dans ce problème qui devrait tous et toutes nous occuper. Et moi, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour sauver ma planète? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous semble le plus efficace, ou de partager un exemple qui vous semble inspirant. Est-ce que vous pensez par exemple qu'il faut s'engager dans un parti pour tenter de gagner des élections? Est-ce qu'il faut faire de l'associatif et des manifestations? Ou est-ce que des méthodes comme le boycott vous semblent une bonne piste? Cette chaîne, c'est un des rares espaces où on parle de cinéma de manière engagée. Alors si vous voulez soutenir cette démarche, vous pouvez liker, partager et vous abonner.